Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ce démenti du gouvernement au sujet de cette vidéo qui circule, montrant des hommes en tenue, armés, qui commettent des actes odieux sur des populations civiles en tuant des femmes et des enfants âgés de moins de 5 ans. Le gouvernement dénonce une manipulation concernant ces accusations qui sont annoncées contre les forces de sécurité camerounaises. Le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakary, s'inscrit en faux contre de telles allégations sur les responsabilités imputées à des forces de sécurité et de défense déployées sur le théâtre de lutte contre le terrorisme à l'extrême nord du Cameroun. Le porte-parole du gouvernement qui fait savoir que le président de la République a instruit une enquête pour en savoir davantage sur cette vidéo considérée comme un fake news par le gouvernement. Compte rendu avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. La vidéo incriminée dure environ 3 minutes et montre des hommes en armes abattant de sang-froid des femmes et leur progéniture. L'image est horrible et choquante. Pour le gouvernement, dont Issa Chiroma Bakary porte la voix, il s'agit d'un fake news réalisé sous la forme d'un document vidéo et dont le dessein malsain est d'intoxiquer le public en déshonorant les forces de défense camerounaises. Il s'agit à l'évidence d'une autre manœuvre de désinformation grossière dont les faits projetés n'ont aucun rapport avec l'action menée par les forces de défense et de sécurité dans le cadre des missions qui leur sont confiées. Dans cette veine de conspiration manifeste, la vidéo qui circule actuellement n'est rien d'autre qu'une malheureuse tentative de transfiguration de la réalité et d'intoxication du public dont il est aisé de démentir la sincérité au regard des éléments factuels contenus dans cet horrible trucage avec des voix off approximativement apposées sur des séquences visuelles. Parmi les éléments que brandit le gouvernement, il y a la tenue arborée par les hommes que l'on voit dans la vidéo. L'élément vestimentaire étant fondamental dans l'identification d'une armée en rapport d'ailleurs avec l'environnement géographique. On note à l'examen de cette vidéo que les hommes concernés arborent des uniformes bariolés, pour certains de type forêt, alors que le paysage et le relief indiquent clairement que l'on se trouve en zone sahélo-sahélienne. En pareille circonstance, il est constant que les tenues de combat utilisées par l'armée camerounaise sont toujours de type sahélien. Ensuite, il y a les équipements, armes et autres insignes qui, selon le ministre de la Communication, n'ont rien à voir avec les usages des forces de défense camerounaises déployées dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Les équipements individuels des militaires camerounais engagés dans la zone sont des équipements de combat conformes aux standards obligatoires de port de casque lourd, de gilets pare-balles et de chaussures de type bottes Rangers, ce qui manifestement n'est pas le cas des personnes contenues dans la vidéo. Les armes arborées par les présumés soldats présentés dans la vidéo ne sont pas celles utilisées par l'armée camerounaise dans cette zone d'opération. Un des hommes, se faisant appeler le caporal-chef Chocho, n'arbore aucun signe de son grade. Par contre, l'écusson parachutiste présenté n'est pas conforme au design de l'armée camerounaise. Pour le gouvernement, il s'agit donc d'un grossier montage. Néanmoins, le chef des armées a prescrit l'ouverture d'une enquête, conformément aux usages en la matière. La sortie du gouvernement est balayée d'un revers de la main par les organisations de défense des droits de l'homme, dont le REDAC, qui croit dur comme fer qu'il s'agit bel et bien des éléments de l'armée camerounaise. Sur ce plateau du 20h, je reçois Hervé Emmanuel Ncôme. Bonsoir. Bonsoir Cédric. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Vous êtes membre titulaire du comité central du RDPC, le parti au pouvoir, spécialiste des questions de sécurité également. Comment vous réagissez
à la suite de cette sortie du gouvernement qui dément la présence des forces de sécurité dans cette vidéo où l'on voit des hommes armés qui tuent sans impunité, avec une certaine impunité tout de même, des civils, une femme, des enfants. Ben écoutez, je voudrais d'abord expliquer qu'aucune armée républicaine ne peut commettre les actes avec l'inhumanité dont on voit dans ce reportage. C'est impossible. L'armée camerounaise, les forces de défense et de sécurité de l'armée camerounaise ont été constituées autour d'une doctrine qu'on appelle l'honneur et la fidélité. C'est impossible. Et je tiens à vous ajouter que, selon les informations par les contacts des amis dans les agences de renseignement étrangères, c'est un document qui n'a pas été réalisé au Cameroun sur le plan satellitaire. Et deuxièmement, vous avez des éléments comme Monsieur le ministre a commencé à les expliquer, qui indiquent que c'était tout sauf une armée, c'était une mise en scène. Vous ne pouvez pas avoir des militaires en treillis qui n'est pas défini si c'est un corps de commando ou pas, qui n'est pas dans la zone indiquée, avec des sandales et des babouches, et accompagné de civils en t-shirt et tout ça. Quelle est cette armée? Même l'armée mexicaine, au temps des conquistadors, ne se comportait pas comme ça. Je pense donc que nous sommes là devant une énième tentative grossière de manipulation et que c'est tout simplement regrettable qu'on en est arrivé là. Mais quand j'ai fini de le dire... Je vous en prie, allez-y. Quand j'ai fini de le dire, c'est pour dire ceci. Je ne suis pas tout à fait sûr que la démarche qui consiste à apporter les démentis soit la bonne façon de faire les choses. Que faut-il faire face à ces vidéos qui circulent et qui mettent en cause et qui créent la confusion au sein de l'opinion nationale? Écoutez, le trait permanent de tous les groupes terroristes et des groupes criminels, c'est souvent et généralement, depuis le Moyen-Âge, le crime permanent contre la vérité et le bon sens. Et quand vous êtes en guerre, et il s'agit de cela, contre des groupes terroristes, vous faites une communication active, proactive. Vous ne faites pas une communication qui consiste à démentir, à dire non. Vous rentrez dans les détails pour faire en fait une amplification de ce qu'ils recherchent, alors que vous devez être en avant sur eux. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que nous savons très bien, et les Camerounais ne sont pas les plus bêtes, que les groupes terroristes ont pour arme la terreur, et puis la désinformation, le mensonge. Mais vous parlez d'un revers de la main, ces ONG internationales qui estiment qu'elles ont les preuves de ce que ce sont des hommes armés, des hommes de l'armée camerounaise qui, selon ces ONG, ont commis ces actes. On les met au défi d'apporter les preuves. Écoutez, moi j'ai un âge qui me permet de me souvenir que même les Américains ont pu désinformer le monde entier, même les pays développés en fait. Lorsqu'on nous a présenté les images que Timisoara, c'était l'œuvre de Ceausescu. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu de s'écharner Timisoara. Lorsqu'on nous a dit qu'il y avait des armes de destruction massive et que Colin Powell, qui était le premier noir à être secrétaire d'État dans l'histoire des États-Unis, aujourd'hui il ne se montre plus en public. C'était un mensonge d'État. Et je peux continuer. Je prends des exemples dans un pays qui n'est pas loin de chez nous. Vous savez qu'on a dit que c'est l'armée ivoirienne qui avait bombardé le camp français de Bouaké. Or, tout le monde sait aujourd'hui dans les milieux de la sécurité et la défense que c'était la Libye qu'on recherchait pour bousiller l'aviation militaire ivoirienne parce qu'on savait que le camp d'en face ne pouvait pas résister s'il y avait l'armée ivoirienne avec l'aviation. Dans le cas du Cameroun, quel est l'intérêt de ce que vous considérez comme une manipulation? Vous voulez que je vous dise une chose? Je pense qu'on devrait, et l'histoire de la guerre nous l'enseigne, que les armées doivent avoir aussi une arme qu'on appelle l'information, la désinformation. Vous comprenez? L'intérêt aujourd'hui, c'est que ces messieurs qui se sont engagés dans une entreprise criminelle pour faire la sécession ou le séparatisme, désinforment la population. Il faut anticiper cela. Il faut anticiper en associant la presse camerounaise, en associant les médias camerounais, et qu'on ne vienne pas tout le temps démentir. Comment pouvez-vous démentir ce que vous n'avez pas fait? C'est le but recherché par ces messieurs. C'est le but recherché. Et comment on peut prendre une image qui vient d'une région sahélienne pour suggérer que ce serait fait en zone dite anglophone?
Donc la confusion est générale et je crois qu'il ne faut pas tomber dans le piège de ces entrepreneurs du chaos. Nous devons les combattre avec les armes de l'intelligence et il faut savoir aujourd'hui que une des armes de ces entrepreneurs, c'est la désinformation. Ce sont les réseaux sociaux et notre armée, nos services de renseignement doivent s'investir pour contenir tout cela et anticiper. Nous connaissons les auteurs de tout cela. Nous connaissons les auteurs, je m'excuse. Et justement, je vous invite à suivre ce reportage concernant la situation dans une autre localité, notamment à Fongo-Tongo, dans le département de la Menoix, une localité frontalière avec les régions en proie à l'insécurité, en proie à des violences dans les régions anglophones, là où des populations ont déserté leur village après des messages de menaces reçus de la part des sécessionnistes. Encore des témoignages des populations qui s'expriment dans ce reportage signé Leclerc Sakem et Gladys Sidier. Des enfants entassés comme des sardines dans un véhicule, des personnes qui font des pieds et des mains pour trouver un moyen de transport. La psychose s'est emparée des populations de Fongo-Tongo et de Fondora, deux groupements situés dans le département de la Menoix, région de l'Ouest. Ils sont passés encore à nouveau souterrés et les enfants dont on ne peut pas dénumérer effectifs, y compris nos mamans. Beaucoup de mamans se sont déportées et des enfants et occupé l'esplanade de la chefferie de Fongo-Tongo. Des sécessionnistes, depuis quelques jours, sèment la terreur dans ces localités avec des enlèvements à répétition. On m'annonce que ma mère était kidnappée, en plus de ma mère, sa co-épouse et un enfant qui est venu de Tanger. Les populations cherchent à quitter les lieux le plus tôt en évitant soigneusement les routes qui mènent au sud-ouest. Un jeune aurait trouvé la mort après avoir reçu une balle alors qu'il se rendait dans le Lébi Alem pour assister à un culte. Les armes grondent régulièrement à Fongo-Tongo. Des boutiques et quelques établissements scolaires ont été incendiés. Face à ce climat d'insécurité, une seule option s'offre aux populations, celle de quitter les lieux au plus vite. Fongo-Tongo, situé dans le département de la Menoix, région de l'Ouest, qui se vide depuis quelques jours sur ce plateau avec nous, Hervé Emmanuel Com, face à ce sentiment d'insécurité qui habitent les populations, quelle doit être la réponse du gouvernement? Anticiper. Anticiper, parce que l'objectif des entrepreneurs du terrorisme, c'est de déstabiliser l'État. C'est de faire en sorte que de créer ce sentiment et de le généraliser. J'ai passé la semaine dernière une journée dans le sud-ouest, le long du Mungo, pour comprendre un peu ce qui se passait. Vous parlez de Fongo-Tongo, qui est adossé au Lébi Alem. Il y a aussi Bangem, qui est adossé à Melon-Mboroku. Il y a aussi tous les villages. Vous avez vu ce qui s'est passé à comment on appelle, à Penamboko et la situation que vit actuellement Banga. Donc nous devons prendre, et d'ailleurs c'est même pas si loin, il n'est pas exclu que demain à Mambanda, nous puissions avoir une situation de ce type-là. Donc aujourd'hui il faut anticiper. Tous ceux qui ont passé le temps à nous convaincre que ce n'était qu'une opération de maintien de l'ordre doivent comprendre aujourd'hui qu'ils se sont trompés, à défaut d'avoir tenté de nous tromper. Il s'agit d'une situation militaire, d'insécurité militaire, et il faut donc mettre les forces qui anticipent, qui contiennent et qui en deviennent proactives pour que tous ces aventuriers du terrorisme n'arrivent pas aussi près des villages. Donc, le ministre de la Défense, d'ailleurs, se trouve actuellement dans la région du sud-ouest. Quelle stratégie militaire mettre en place? Est-ce que la stratégie militaire, à elle, tout seule, suffit à mettre fin à ces entreprises du chaos, comme vous les appelez? Écoutez, il faut distinguer d'abord, parce que si c'était une simple revendication politique, c'est une question politique. Et je pense que nous parlons tout à l'heure des élections, de l'élection présidentielle, c'est l'heure de la clarification démocratique et républicaine où le peuple souverain choisira s'il veut voter pour les sécessionnistes, les fédéralistes, ou bien le Cameroun est indivisible. Maintenant, quand on revient sur les opérations de terrain, il faut cesser de faire croire que ce sont des opérations de police. Ce sont des opérations militaires. Et parce que ce sont des opérations militaires, il faut donner la puissance à notre armée pour agir en question. Cela voudrait dire qu'elle agira dans les règles de sa doctrine, l'honneur et la fidélité. Mais on ne se laissera pas tromper par des gens qui disent que la qualité d'une armée, c'est d'assister les bras croisés en voyant des gens
qui sème la terreur et qui pourchasse les gens. Il faut ramener tout le monde là où il est, le mettre dans les conditions de sécurité et faire en sorte que ces entrepreneurs ne puissent plus s'aventurer dans la profondeur de nos territoires. Malgré ces tensions observées dans les différentes régions du nord-ouest et du sud-ouest, les Camerounais restent focalisés sur cette élection présidentielle annoncée pour le 7 octobre 2018 et déjà une nouvelle candidature déclarée, celle de Jean-Jacques Ekindi, annonce faite à Yaoundé, le chasseur de lions, qui se positionne en tant que défenseur du système fédéraliste, mais aussi réformateur du système éducatif au Cameroun. Des précisions avec Élisée Bogba et Ike Cyril. Revoici Jean-Jacques Ekindi. Le coordonnateur du mouvement progressiste est candidat à la présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun. J'ai l'honneur de vous déclarer que je serai candidat à l'élection présidentielle de 2018 sous la couleur du mouvement progressiste. S'il annonce sa candidature, Jean-Jacques Ekindi n'exclut pas cependant l'idée d'une coalition. Je reste néanmoins attentif à tout regroupement ou alliance présentant des chances sérieuses de réaliser les objectifs que nous avons retenus. S'il est élu président de la République, Jean-Jacques Ekindi se propose de relancer le débat sur la forme de l'État. L'État unitaire décentralisé ayant montré ses limites, le coordonnateur du mouvement progressiste promet un Cameroun fédéral à 11 États. Nous devons changer la forme de l'État et instituer le Cameroun fédéral à 11 États. 10 États fédérés correspondant aux 10 régions et un État fédéral basé à Yaoundé ayant pour territoire le Fundi. Le candidat déclaré promet également des réformes dans les secteurs de l'éducation, de la justice, de l'économie, entre autres. Sur l'enseignement et la formation, supprimer le probatoire et tous autres examens obsolètes. Sur la justice, instituer une commission justice et réhabilitation pour redresser les injustices inacceptables passées en jugement par des magistrats corrompus. Sur l'économie, investir massivement dans le réseau Internet. Face à la presse à Yaoundé, Jean-Jacques Ekindi a dévoilé les axes stratégiques de son programme. Mais le coordonnateur du mouvement progressiste doit encore matérialiser sa candidature en déposant un dossier en bonne et due forme à Elekam. Et selon la radio publique, Elekam a déjà reçu un dossier de candidature qui vient d'un candidat indépendant, Boboro Bekono, qui est le président du parti politique MTC-RDPC, un retraité qui envisage lui aussi de se lancer dans la course à la présidentielle. Et parlons justement de ces critères d'éligibilité à la candidature à la présidentielle. Quels sont ces critères? Qui peut être candidat? Quelles sont les conditions à remplir? Élément de réponse avec François Dikoumé et Kediara. Avec la convocation du collège électoral pour les présidentielles 2018, la course à Etoudi se fait plus précise et les candidats issus de tous les bords se préparent à déposer leur dossier de candidature dans le délai de 10 jours imposé par la loi. Mais avant d'y arriver, ils doivent remplir de nombreuses conditions dites d'éligibilité. Entre autres, on a Emmanuel Kouadika. D'abord, être camerounais, citoyen camerounais. Ensuite, être âgé de 35 ans, au moins. Comme autre condition, il faut justifier d'une présence continue dans le territoire du Cameroun pendant 12 mois. Mais à côté de cela, il y a aussi la nécessité de ne pas être en intelligence avec un organisme indépendant ou un État étranger. Entendez par là ne pas être dépendant à la fois sur le plan financier et intellectuel d'un organisme ou d'un État étranger. Parmi les questions qui reviennent tout le temps sur le sujet, il y a celles liées à la nationalité du candidat. Vous connaissez tous les débats sur la double nationalité, que vous ne poserez pas à Elekam, que vous poserez au Conseil constitutionnel
par rapport à la constitution du Cameroun. Pour ce qui nous concerne, pour qu'on soit éligible, il faut être citoyen camerounais. C'est tout ce que le code électoral demande. Mais aussi celle qui traite de l'âge de ce dernier. Et sur ce point, si la Constitution parle de 35 ans révolus, elle prévoit aucune limitation d'âge. Non, il n'y a pas de plafond. Jusqu'à présent, la loi n'a pas mis de plafond sur les conditions d'âge. Être âgé de 35 ans au moins. Vous savez que c'est une élection. Hein? Si les électeurs pensent qu'un individu qui a 102 ans peut porter la charge de... C'est eux qui décident, c'est les électeurs seuls qui décident. Une fois le cap de l'éligibilité passé, le candidat doit se rassurer que les éléments constitutifs du dossier de candidature soient présents afin que sa candidature ne soit pas rejetée. Parmi ceux-ci, on a une déclaration de candidature, une lettre d'investiture délivrée par son parti politique ou à défaut les 300 signatures demandées en cas de candidature indépendante. Il y a également une déclaration sur l'honneur, un extrait de l'acte de naissance, pour ne citer que cela. Ces éléments sont contenus dans le code électoral et permettent que le dossier soit complet. Puis vient l'étape de son dépôt. Il faut le déposer en double, soit au démembrement régional d'élections Cameroun, soit à la direction générale des élections, dans les 10 jours de la convocation du corps électoral. Le démembrement régional a 24 heures pour transmettre à la direction générale des élections. Au niveau de la direction générale des élections, dans les 10 jours, les dossiers sont donc transmis au conseil électoral qui les analyse et qui, à 60 jours de scrutin, publie la liste validée des candidats qui vont compétir. Toujours dans ce chapitre politique, tous les regards sont rivés vers le palais de l'Unité, là où le chef de l'État, Paul Biya, reste silencieux sur sa candidature à sa propre succession. Le président national du RDPC peut-il dérouter ses partisans du parti au pouvoir? Sur ce plateau avec nous, Hervé Emmanuel Com, est-ce que le président national du RDPC a d'ores et déjà déclaré sa candidature à cette élection? Mais, écoutez, Cédric, Paul Biya n'a pas démissionné de la présidence du RDPC. Et nos statuts font du président national de notre mouvement notre candidat naturel. Nous avons un candidat, nous le savons. Nous ne faisons pas dans les candidatures d'ambiance. Et vous savez quel est notre projet de société. Donc, toutes ces spéculations sur la candidature du président, je crois qu'on doit se calmer parce que notre mouvement ne s'inscrit pas dans l'agitation. Et la forme par laquelle nous commencerons la campagne dans le cadre de la loi va être très vite connue. Justement, mais avant la forme de la campagne, il y a la forme d'investiture du candidat. Certes, vous évoquez les statuts du RDPC sur le fait que le président national du RDPC est candidat aux élections, mais certains militants estiment qu'il faudrait soit un congrès, soit une instance qui se réunisse pour adouber le candidat du RDPC. Est-ce que vous balayez d'un revers de la main? Non, mais je crois, vous savez, nous sommes un parti populaire et le problème que nous avons à l'intérieur, c'est que nous avons certains qui n'ont même pas lu les statuts pour adhérer, y compris d'ailleurs des gens d'un niveau intellectuel supposé être du niveau des agrégations. Le président national du RDPC est investi par les statuts du RDPC, de par son statut de président national, candidat naturel du RDPC. Il n'y a pas une autre forme d'investiture. Maintenant que vous voulez savoir si nous allons organiser une manifestation pour rentrer en campagne ou accompagner notre candidat dans le début de campagne, ça peut prendre une forme de convention, mais il n'y a pas d'investiture. L'investiture, c'est la qualité de président national est suffisante. Paul Biya est le président national du RDPC et tenez-vous tranquille, il est le candidat naturel du RDPC et le RDPC a un candidat et son dossier sera déposé dans les délais et vous verrez, nous avons dit à tout le monde... Est-ce que le RDPC envisage que le président national du parti ne soit pas candidat à cette élection? Est-ce que c'est un scénario que vous envisagez des fois? Écoutez, si vous m'avez invité ici pour faire la science-fiction, je commence à être un peu vieux pour cela, mais ceux qui s'adonnent à cet exercice ont tort. Nous sommes un parti de gouvernement. Parce que nous sommes un parti de gouvernement, nous respectons nos textes. Nous avons un candidat, M. Noufélé. C'est le président national du RDPC qui s'appelle Paul Barthélemy Biabim Vondo. Il est notre candidat naturel
Et il n'y a aucun événement qui nous autorise à rentrer dans la sorcellerie politique. Donc, nous avons ce candidat qui est maintenant, même dans nos rangs, des gens qui pensent que, comment ça va commencer, qui calment leurs enthousiasmes et leur joie. Ça peut être une forme de convention, ça peut être une journée, ça va prendre la forme. La direction du parti va organiser cela. Et je peux vous dire, certains d'entre nous se sont tus depuis des mois d'agitation en disant que chacun garde son souffle pour la campagne. Et le match va commencer, nous sommes prêts. Justement, quels sont les enjeux, selon vous, de cette élection présidentielle à venir? Quels seront les grands sujets qui pourront être abordés durant cette période? Alors, la très bonne question, Cédric, parce que j'entends, y compris des personnes pour lesquelles j'ai beaucoup de respect et d'estime, comme Jean-Jacques Kini, les variations météorologiques des programmes. Ça va être une élection particulière. D'abord parce qu'elle arrive à un moment où nous avons une grande interrogation sécuritaire et qui met dans notre tête une interrogation sur notre destin commun. Ça voudrait dire que certains qui voulaient réduire l'élection à des faits divers et tout, devront revoir leur hiérarchie des normes. La nation camerounaise se pose la question de savoir est-ce qu'elle reste une et indivisible dans un état éternel, Cameroun, qui est dans sa forme actuelle. Je pense, et ça c'est un point de vue personnel, je vous le donne amicalement, je pense qu'on ne peut pas éviter un référendum. C'est-à-dire que la question principale et qui est une question essentielle qui conditionne le devenir du Cameroun. Il y aura un avant 7 octobre et un après 7 octobre, c'est êtes-vous pour ou contre un Cameroun, un indivisible, dans la solidarité et la paix? Et c'est ce que va Est-ce que le parti au pouvoir, le RDPC, est prêt à pouvoir évoluer dans sa perception du système de gouvernance publique sur l'indivisibilité et la décentralisation? Je n'avais pas terminé mon propos. Paul Biya portera le projet de société d'un Cameroun, un indivisible qui va léguer à l'histoire aux plus jeunes et dans les conditions démocratiques parce que c'est le peuple souverain qui l'aura choisi. Maintenant, vous posez une autre question. Mais écoutez, il n'y a jamais eu de blocage sur le débat sur la gouvernance. Vous croyez que quand je vais dans une boulangerie et que je trouve que le prix de pain est excessif, on me demande ma carte du RDPC pour me faire une réduction? Vous croyez que quand je vais dans un hôpital et qu'il peut y avoir des dysfonctionnements sur la qualité du service, l'administration n'est pas un organe annexe du RDPC, messieurs, mesdames. Nous avons aussi besoin de faire évoluer, d'améliorer la gouvernance, et le président est le premier à le dire. Il faut donc les hommes et les femmes qui l'accompagnent dans tout cela, mais il ne peut pas laisser le Cameroun dans un trottoir où tous les marchands d'illusions vont faire des expérimentations intellectuelles, scientifiques, sécessionnisme. Écoutez, je vais répondre à Jean-Jacques Kindi, qui est un homme que j'aime beaucoup et dont je sais qu'il est démocrate et ouvert. Pourquoi un fédéralisme à 11 mais pas à 12? Parce que si on fait une analyse de l'organisation du territoire actuel, Douala doit devenir aussi une région autonome et que le littoral reste à part. C'est justement un débat qui va pouvoir intervenir dans les tout prochains jours. Vous avez évoqué la question sécuritaire, c'est une préoccupation aussi pour l'Union africaine. Et le président de la commission de l'UA vient d'achever sa première journée de visite officielle au Cameroun. Moussa Faki Mahamat a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Philémon Yang à Yaoundé. Ensuite, il s'est rendu au ministère des Relations extérieures où il a eu une séance de travail. Et dans sa suite, Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Reportage. C'est à 14h35 que l'avion est à son bord. Le président de la Commission de l'Union africaine a foulé le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène pour l'accueillir. Le Premier ministre chef du gouvernement. L'arrivée de Moussa Faki Mahamat dans notre pays n'est pas un fait du hasard au regard du contexte socio-économique actuel, au regard également des défis qui interpellent l'Union africaine. Une visite qui commence au ministère des Relations extérieures où Moussa Faki Mahamat a été reçu par le jeune Bélam Bella, le ministre des Relations extérieures. Un agenda essentiellement de bon, qui est issu de la directe extérieure du Royaume Bambou et de l'Ouest Cameroun. Mais le point culminant de cette visite de 112 heures au Cameroun du président de la Commission de l'Union africaine est ce tête-à-tête entre Moussa Faki Mahamat et Paul Biya, le président de la République.
Une audience qui devrait permettre aux deux hommes de passer en revue un certain nombre de faits d'actualité majeurs sur le continent, au Cameroun, mais comme on l'a dit également par rapport même à l'avenir de l'Union africaine. Dans l'après-midi de vendredi, Moussa Faki Mahamat est attendu au campus de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun où il doit animer une conférence. Une visite donc de 72 heures, pleine de signification, pleine de sens au regard des relations que le Cameroun entretient avec l'Union africaine. Faut-il rappeler ici que de hautes personnalités de la République ont occupé des postes importants au niveau de ce qu'on appelait à l'époque l'Organisation de l'Union africaine avant de devenir aujourd'hui l'Union africaine. C'est dit combien cette visite est pleine de sens en attendant d'en savoir davantage sur le menu des échanges entre Paul Biya et Moussa Faki Mahamat. Ici Yaoundé, ici Emmanuel Diop, Marcelin Gansop, dans la suite de la visite du président de la Commission de l'Union africaine, Equinox Télévision. Une rencontre au sommet de l'État entre le président de la Commission de l'Union africaine, le président de la République du Cameroun, Moussa Faki Mahamat et Paul Biya doivent s'entretenir demain vendredi en mi-journée au Palais de l'Unité à Yaoundé. Hervé Emmanuel Com, quels peuvent être les sujets abordés entre ces deux hautes personnalités? Ce sont des sujets d'actualité. Le Cameroun est l'un des plus grands pays d'Afrique. Nous sommes quand même le leader en Afrique centrale et le président de l'Union africaine connaît très bien le Cameroun, puis il pourrait y avoir séjourné plusieurs fois puisque c'est notre voisin du Nord. Ex-ministre des Affaires étrangères au Tchad, plusieurs fois émissaire du président Idriss Déby Itno au Cameroun. C'est un connaisseur du Cameroun et je pense qu'il est venu s'enquérir de l'opinion des observations d'un sage de l'Afrique, le président Paul Biya. Et puis il y a l'actualité. Je sais que c'est un sujet, les sujets d'actualité de faits divers, mais c'est une visite normale dans un grand pays qui est incontournable pour la réalisation des objectifs de l'Union africaine. C'est une très bonne visite. Malgré la position diplomatique que vous venez d'évoquer du Cameroun, certains s'interrogent sur les absences répétées du président de la République du Cameroun aux différents sommets de l'Union africaine. Le tout dernier en date s'est tenu à Nouakchott en Mauritanie. Le président Paul Biya s'est fait représenter par le Premier ministre et aujourd'hui, c'est le président de la Commission de l'Union africaine qui vient rencontrer Paul Biya à Yaoundé. Est-ce qu'on peut dire que la diplomatie camerounaise est active lorsque le chef de l'État est régulièrement absent au sommet de l'Union africaine? Écoutez, la diplomatie camerounaise, ce n'est pas la présence du président dans les manifestations. C'est la présence de la représentation camerounaise et du point de vue du Cameroun dans les grandes questions du moment. Et tout le monde connaît un trait de caractère de notre président. Ce n'est pas un homme de grande gesticulation, c'est un homme d'action et vous n'allez pas le changer là maintenant. Donc je pense que la visite d'ailleurs confirme le fait que s'enquérir d'une façon physique aussi, du point de vue du président, est quelque chose d'essentiel dans une organisation qui sait que le Cameroun compte et qu'il a les capacités d'influence. Et en ce qui concerne l'Afrique centrale, pourrait-on parler de la position de l'Afrique centrale sans avoir le point de vue de Paul Biya? J'en doute. Donc je pense que c'est une visite qui démontre plutôt que le président, même sans aller à ces réunions, est omniprésent et agit pour l'intérêt de l'Union africaine. C'est une très bonne chose. Merci Hervé Emmanuel Com. Je rappelle que vous êtes membre titulaire du comité central du RDPC, le parti au pouvoir. Merci beaucoup de m'avoir invité et j'invite tous les militants du RDPC à Bonabéry samedi. Ça va commencer le match. Merci bien pour cette précision-là. Restons dans l'actualité pour évoquer cette insécurité grandissante dans la ville de Douala avec un gang de voleurs de motos mis aux arrêts par le groupement de la gendarmerie territoriale du littoral. Des précisions avec Carlos Minoué et Isabelle Carole Zoupet. Fusil traditionnel en main, Dame Awa, mère de 7 enfants, fait partie du comité de vigilance aux côtés de forces de l'ordre pour assurer la sécurité durant le championnat de vacances qui a démarré à Mora, dans le département du Mayo-Sava. Je suis là comme membre du comité de vigilance. Je suis là pour veiller à la sécurité de nous, jeunes joueurs. Je n'ai pas peur d'assurer la sécurité.
Le coup d'envoi de ce tournoi, qui s'étend sur un mois, a été fait par le préfet de la localité, qui a d'ailleurs exprimé sa satisfaction. La sécurité qui revient dans notre département des enfants goûte maintenant au plaisir de s'épanouir tout au long de ces vacances. Donc c'est très bien pour la jeunesse. C'est donc 2 équipes d'Hectors retenues qui ont ouvert la compétition. Il s'agit de Total FC qui était opposé à Waladé FC. Rencontre qui s'est soldée sur le score de 1-0 en faveur de Waladé. Un véritable moment de joie et de détente pour ces populations de Moura et les déplacés de Kolofata, Kirawa, profondément affectés par les exactions de la secte islamiste Boko Haram. Vous venez plutôt de suivre l'ambiance dans certaines localités de l'extrême nord, là où des femmes sont devenues membres de comités de vigilance et là où les Camerounais sont fiers de renouer avec des championnats de vacances et l'insécurité qui s'éloigne en raison de la présence des forces de sécurité camerounaises. La ville de Bertoua, dans la région de l'Est, confrontée à un sérieux problème d'infrastructure routière. Les voies secondaires sont impraticables. Le gouvernement a promis la mise en œuvre d'un plan d'urgence pour améliorer l'accès aux différents quartiers à Bertoua, capitale régionale de l'Est. Reportage Benjamin Essam. La voirie urbaine de Bertoua affiche un triste visage. Les artères sont dégradées, ce qui occasionne les accidents de la circulation, tant au centre urbain que dans les quartiers de la ville. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain vient de toucher du doigt la réalité quotidienne des populations. Jean-Claude Mbouentou annonce au bout du tunnel pour les 4 principales villes de l'Est un projet de réhabilitation d'urgence des voiries prescrit par le chef de l'État. La voirie d'urgence que le chef de l'État a décidé et qui va être exécutée à Bertoua pour un montant d'environ 2 milliards. C'est des travaux confortatifs et qui vont également permettre d'améliorer la qualité des populations. Nous voulons, n'est-ce pas, ici, dire que les entreprises doivent prendre la mesure, n'est-ce pas, de ces travaux et de démarrer à temps et de les exécuter conformément aux règles de l'art. Cette visite de travail-là aussi conduit sur le chantier de construction de 100 logements sociaux. Malgré les efforts notoires observés, l'OMINDU prescrit le respect du délai de livraison fixé en novembre 2018. Nous sommes à 45%. Nous appeler l'attention de l'entreprise de redoubler d'ardeur parce que ces travaux doivent être terminés à la fin de cette année. Il n'y aura plus, n'est-ce pas, de délai de grâce. Nous avons demandé à l'entreprise de tout faire pour que ces sous-traitants soient, n'est-ce pas, en règle. Parce que c'est un véritable problème. Dans ces chantiers, il y a beaucoup de changements, n'est-ce pas, au niveau des sous-traitants. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a tenu également à rassurer les populations de Bertoua sur le démarrage imminent des chantiers du CD2 urbain, capitale régionale. Aussi a-t-il visité le chantier de construction des ateliers municipaux à l'entrée ouest de la ville de Bertoua. Reportage dans ce journal, l'Union camerounaise de brasserie a offert à ses fidèles consommateurs une soirée VIP très arrosée en présence des meilleurs artistes musiciens au Cameroun. Reportage. L'Union camerounaise de brasserie UCB a célébré la fête de la musique de façon spéciale à travers la K44 Sound Sessions. L'événement se tenu au Black and White à Douala Bonanjo, Cameroun, avec la présence inédite de l'artiste camerounais de la diaspora DJ Joss Diesel. Invité par l'Union camerounaise de brasserie UCB, grâce à sa marque premium, la bière K44 au goût savoureux et unique, le virtuose de renommée internationale, accompagné d'autres artistes de rang mondial,
Killiam Shakespeare, Noel Scales, Mickey Miller, de Boulbé ainsi que Kilamel, artiste local, ont émerveillé les 200 invités sélectionnés sur le volet à l'occasion d'une soirée privée. Des moments de joie et de bonheur rythmés par des sonorités de l'heure. Tout était réuni pour offrir une soirée en couleur aux privilégiés, admiratifs et vibrants au son des décibels. Avant la K44 Sound Sessions, l'artiste et toute son équipe ont offert un show dans l'enceinte de l'Union camerounaise de brasserie UCB devant un personnel ébloui, se délectant de ce moment inoubliable rendu possible grâce à la marque prestigieuse de l'heure, la K44. La signature de la campagne actuelle, c'est Drink with Class, tout simplement parce que nous pensons que les Camerounais qui ont soif d'authenticité, de modernité, les Camerounais contemporains qui sont sûrs d'eux et qui sont fiers d'être Camerounais méritent une marque comme celle-là, la K44. Avec une contenance de 50 centilitres, 4,5% de taux d'alcool et un packaging très attractif, la K44 est en un mot comme en plusieurs. Une bière agréable à boire, digeste. C'est un produit de qualité, tout simplement la classe à l'état pur. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition du 20h, l'émission Regard Social, présentée par Flavien Valodongo. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision.